Qui là permet de faire toutes les automatisations, les connexions. Quand il se passe quelque chose dans Airtable, moi je veux que ça déclenche un mail, et ben ça c'est Integromat qui va faire le lien. Et si on est motivé, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec le no-code. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir chez toi du coup à Strasbourg. Donc, merci à toi d'être venu, d'être déplacé pour cette interview. Donc tu es un expert en no-code. Tu vas nous expliquer un peu plus tout à l'heure ce que c'est pour toi du coup le no-code, comment tu l'utilises au quotidien avec tes clients. Mais tout de suite pour commencer, je voulais savoir si tu étais un hashtag, lequel serais-tu? Je ne veux pas être très original, mais si j'étais un hashtag, je pense que je serais le hashtag Airtable. Parce que, donc pour expliquer, c'est l'outil no-code que j'utilise tous les jours. C'est un outil pour créer des bases de données. C'est quand j'ai découvert en fait cet outil que j'ai découvert vraiment le no-code et que ça m'a plu. Et son potentiel du coup? Son potentiel, exactement. Okay, donc... Je pense qu'on va développer par la suite, mais Airtable, c'est vraiment ce qui m'a fait aimer le no-code. Ok, et du coup, si tu étais une couleur? Alors une couleur, je pense que je serais le bleu en fait, parce que c'est ma couleur préférée, c'est vraiment la couleur... tiens, je suis habillé en bleu. C'est vraiment la couleur que j'aime et à laquelle je m'identifie. Et enfin, si tu étais un animal? Un animal, si j'étais un animal, moi j'ai toujours été fasciné par les singes. Ok. C'est vraiment un animal, en fait, quand tu le vois, tu as l'impression de voir des êtres humains et voir des réactions d'êtres humains. Et c'est vraiment un animal qui m'a fasciné. Moi j'en ai vu du coup plusieurs en Thaïlande et en Guyane, et c'est vraiment fascinant comme animal. J'en ai vu un dans Very Bad Trip qui était sympa. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, donc nous donner un peu ton parcours, comment tu en es arrivé à faire du no-code? Tu m'as dit qu'avant tu avais fait des études de comptabilité, voilà, comment tu es passé de l'un à l'autre? Exactement. Et dans un premier temps, donc moi j'ai fait une école de commerce. Donc moi je suis originaire de Dijon, mais j'ai fait mon école de commerce en Bretagne, à Rennes, où j'étais spécialisé plus dans tout ce qui était audit, finance et comptabilité. Et donc après ces études, je me suis orienté vers un cabinet d'audit, un grand cabinet qui s'appelle Mazars, où là je suis venu à Strasbourg, où je vis actuellement. Et donc j'ai fait 2 années d'audit dans ce cabinet, où en fait j'étais très intéressé par tout ce qui était les process des entreprises, pouvoir les contrôler, les auditer, un peu plus que par la comptabilité pour tout te dire. Donc en fait comment elle fonctionnait quoi? Voilà, exactement, comprendre comment ça fonctionnait. En fait, en audit, on voit beaucoup, on voit les différents services, on va les interviewer pour voir où il peut y avoir des problèmes, et surtout de sécurité d'information. Et donc tout ça, ça m'a plu. Mais au bout de 2 ans, voilà, il y a quand même toute la partie comptabilité. L'audit, c'est quand même principalement ça. Donc c'est pour ça que du jour au lendemain, en fait, j'ai quitté, j'ai quitté mon poste. Je suis parti faire un tour du monde. Donc ça, c'était pendant 4 mois. Et ensuite, en revenant, donc là, j'avais pas de travail et j'ai un ami qui m'a proposé de créer une entreprise. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on se lance, j'ai rien à perdre. Et donc en créant cette entreprise, et je pense que beaucoup de gens ont découvert le no-code comme ça, moi, dans cette entreprise, je devais créer tous les process, les automatiser. C'était quoi comme entreprise le no-code. C'était une entreprise, on l'a jamais lancée, mais c'était une entreprise en fait. En gros, l'idée c'était qu'on puisse mettre des mémoires sur des objets. D'accord. Donc c'est assez compliqué, mais en fait on pense que voilà, dans la transmission, notamment un grand-père qui transmettait par exemple une montre à son enfant, qui puisse mettre des mémoires dessus, et comme ça avait encore plus de valeur. Quand tu as développé cet outil-là, tu as utilisé du no-code pour la première fois en gros, et tu t'es rendu compte de la puissance du no-code quoi. Tu as passé des heures dessus, je suis sûr. C'est ça exactement, et en fait au bout d'un moment je me suis dit mais toi tu es plus intéressé par le no-code que par l'entreprise, donc vas-y lance-toi. Donc j'ai parlé avec la personne avec qui normalement je devais lancer l'entreprise, et je me suis lancé en freelance à ce moment-là. Donc ça c'était en avril 2020, pendant le Covid. Et donc au début en fait j'ai aidé un ami qui a une entreprise de BTP à développer un outil pour sa gestion, un outil automatisé. Et donc là j'ai encore travaillé donc, sur Airtable, l'outil dont je vous parlais.
à créer toute une base de données automatisée avec le calcul des rentabilités pour les chantiers de l'entreprise. Et là, c'est là que j'ai vraiment appris sur le no-code. C'était ton projet bêta en fait. Exactement, un projet bêta, voilà. C'était pour un ami, et souvent je pense que c'est un peu le cas. Voilà, moi j'étais prêt à passer des heures et je demandais rien en retour. C'était vraiment, j'étais fasciné par le no-code, la découverte. D'accord, donc grâce à ton ami, tu revenais de ton tour du monde, tu t'es dit ok, maintenant je vais faire ça après avoir monté ta première société qui n'a pas marché. Et du coup tu te lances, ok. Et maintenant aujourd'hui, donc tu es expert en no-code. Est-ce que tu peux nous en dire justement un peu plus? Pour toi, c'est quoi le no-code? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu travailles avec au quotidien? Alors le no-code, pour moi, déjà, ça révolutionne l'informatique parce que jusqu'à il y a 2 ans, si on voulait créer une application mobile, une base de données automatisée, créer plein de choses, en fait, il fallait savoir coder. Et le problème, je pense, dans notre monde, c'est qu'il manque, on n'a pas assez de codeurs pour tous les besoins des entreprises. Et puis ça coûte cher un codeur. Et ça coûte cher. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un codeur chez lui. Exactement, exactement. Alors qu'un no-codeur, c'est mieux. Non, mais en tout cas, le no-code, ça permet de créer donc des applications mobiles, des bases de données, des automatisations. Ça peut être, par exemple, dès qu'on a un nouveau client, lui envoyer un mail de bienvenue. Voilà, que ce mail parte automatiquement, ça c'est du no-code. Ça peut être voilà, créer une application mobile comme on le voit de nos jours, qui est assez important, créer les sites internet, voilà tout ça. Donc, en et fait, sans savoir coder. Ça englobe vraiment beaucoup de choses, quoi. Finalement, c'est grâce à des petites briques, tu vas pouvoir tout créer. Exactement. C'est vraiment tous les besoins digitaux des sociétés ou même des particuliers. Grâce au no-code, on va pouvoir le faire. Okay. Et du coup, l'avantage, si je peux me permettre, par rapport au code, c'est que ce qu'avant on faisait en 3 mois, maintenant on peut presque le faire en 3 jours. Donc c'est bien plus rapide, donc bien moins coûteux. D'accord, donc là tu es déjà dans les bénéfices, donc en gros un gain de temps certain et un gain en coût aussi, c'est ça? Voilà, en fait ça va ensemble souvent. Ouais. Si on gagne du temps, on gagne de l'argent. Et surtout en fait aussi, c'est que les entrepreneurs, les directeurs des sociétés ou les gens dans les sociétés, lorsque tu leur mets en place du no-code, après ils comprennent un peu comment tu as fabriqué l'outil. Contrairement au code où là, ils peuvent rien décrypter. Et donc, des petites manipulations, ils vont pouvoir les faire par eux-mêmes, alors qu'avant, ils étaient toujours obligés d'appeler leurs développeurs. Ah, d'accord, donc je suis sûr qu'il y en a déjà plein ici qui ont déjà bidouillé des trucs pour leur entreprise. Avec le no-code, ils passeraient des heures dessus, quoi. Exactement. Et si tu pouvais nous donner, bon, on a déjà parlé des bénéfices, tu en as peut-être d'autres justement, d'utiliser le no-code. Pourquoi les entrepreneurs devraient l'utiliser? Déjà, le no-code aussi, c'est accessible partout. D'accord. Voilà, si on est entrepreneur et que, je sais pas, on part en vacances, on peut quand même avoir accès à toute sa partie digitale, parce que le no-code, voilà, c'est en SaaS, donc c'est-à-dire que c'est sur Internet où on a accès. Donc ça, c'est aussi intéressant. Après, Donc c'est un service en gros qui est basé sur le cloud, et donc peu importe où on est, on aura accès à nos informations. Si on gère la partie administrative grâce au no-code, on aura accès à nos papiers, peu importe où on est, donc ça c'est super intéressant aussi. Donc là on voit un peu mieux ce que c'est le no-code. Est-ce que tu peux nous donner des domaines d'activité dans lesquels ce serait intéressant pour ceux qui nous regardent, qui ont des entreprises? J'ai envie de te dire, tous les secteurs d'activité, je pense que de nos jours, en fait, le digital est tellement important que même lorsqu'on est agriculteur ou lorsqu'on est dans le BTP, on a toujours besoin d'un minimum d'outils digitaux. Voilà, comme je l'expliquais pour le BTP, mais ça peut être aussi bien voilà, les salles de sport, tout ce qui est prestation de services, toutes les industries en fait. En parlant de salle de sport, du coup, j'ai 2 photos à te montrer et tu vas nous dire justement comment en fait ces entreprises-là peuvent se développer grâce au no-code, comment elles peuvent l'utiliser. La première entreprise, c'est un électricien. Donc tu m'as parlé un peu de BTP, ça rejoint un peu ce domaine d'activité-là. Comment il pourrait l'utiliser pour s'améliorer? Je peux parler de mon expérience en fait, c'est que pour moi un électricien, surtout quand moi j'avais rencontré mon ami par exemple, il m'expliquait que tous ses salariés, ils déclaraient leurs heures chaque jour sur un papier. Et ensuite, lui, il reprenait le papier et il rentrait les informations dans un tableau Excel pour que ça lui calcule la rentabilité de ses chantiers, voilà, pour qu'il ait un aperçu de ce que lui coûtent ses ouvriers.
Et donc là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec le no-code. Pourquoi pas mettre en place une application mobile où le salarié va pouvoir déclarer directement ses heures depuis son téléphone. Donc déjà, c'est bien plus simple. Il n'a pas besoin d'avoir de papier. Il a fini son chantier, il va sur son téléphone, en 2 minutes, c'est fait. Et automatiquement, en fait, ça rentre l'information dans notre base de données pour calculer la rentabilité. Donc ça, c'est un exemple très concret, mais qui fait gagner énormément de temps pour les entreprises. Bah, pour les employés déjà, du coup, qui n'ont pas à écrire sur un papier, qui l'oublient les trois quarts des fois, et aussi, Exactement. bah, du coup, pour l'entreprise, qui gagne du temps au niveau de la remontée des informations, et aussi voit tout de suite si c'est rentable ou pas au niveau des chantiers. Exactement. En fait, l'outil va du coup être réactif. Donc dès qu'il y a une heure qui est déclarée, automatiquement, les calculs se font. Donc on a vraiment la vision de son business en temps réel. Alors qu'avant, il fallait déjà rentrer toutes les infos pour l'avoir. Et surtout que là, tu as pu t'adapter vraiment aux besoins de cette entreprise-là. Et le Exactement. no-code, en fait, l'idée, c'est de pouvoir t'adapter à chaque problème. C'est-à-dire que le no-code, ça répond pas à un besoin, ça répond à des centaines de besoins et tu l'adaptes à chaque fois. Exactement. Exactement. Et surtout, en fait, nous, on est parti sur ce premier objectif. Et en fait, après, ça a donné plein d'idées à mon ami, notamment la déclaration des notes de frais, la déclaration des congés, Hmm. tout plein de points. Moi, je Et en pense que fait, c'est ça des parle briques. à C'est ceux des qui nous briques. écoutent là. Je pense que ça parle Je beaucoup. pense que ça parle à beaucoup d'entreprises. Donc, je pense que c'est des problèmes où c'est long, demander les congés, les notes de frais, récupérer les factures. Alors que si tout est automatisé, je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Ok, donc ça, c'était l'exemple du bâtiment, de l'électricien. Est-ce que là, du coup, le deuxième exemple, c'est une entreprise de salle de sport. Comment eux pourraient l'utiliser? Alors une salle de sport, je pense que surtout en ce moment avec le Covid, voilà, ils ont été fermés pendant de longues périodes. Je pense qu'il fallait pour eux trouver une autre façon d'avoir de la rentrée d'argent, on va dire. Et je pense que, par exemple, je l'ai vu aussi sur plusieurs salles de sport, c'était développer une application mobile avec des cours de sport directement rentrés dans l'application. Et comme ça permettait leurs abonnés de faire leur sport depuis la maison en ayant les vidéos. Et donc, D'accord. grâce au no-code, c'est notamment possible voilà, de stocker les vidéos, de créer une application mobile où on va avoir accès et que cette application voilà, elle soit payante. Donc tout ce qui est encaissement de l'argent, tout ce qui est présentation des bonnes vidéos aux bonnes personnes, ça sera avec le no-code. Donc ça, Je c'est pense que ça, c'est une super. bonne idée. Bah ouais, surtout qu'en fait, ces entreprises-là, la plupart ont perdu des abonnements durant la période de Covid. Donc c'est des rentrées d'argent en moins. Là, en fait, ce que tu as créé, c'est un moyen de continuer à percevoir de l'argent, même en période de Covid où personne ne peut venir en physique. Exactement, exactement. C'est pour ça aussi que pour moi, toutes les entreprises peuvent, même si elles étaient bloquées par le Covid, elles peuvent trouver une solution digitale Pour avoir d'autres pour s'en sources de sortir. revenus, en fait. Voilà, exactement. Et maintenant, avec le no-code, on peut faire tellement de choses rapidement. Et tu parlais d'accessibilité. Est-ce qu'il y a des prérequis pour ceux qui voudraient se lancer dans le no-code, qui voudraient tester? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir des prérequis? Je pense que les prérequis, c'est la motivation d'apprendre. Parce qu'en fait, avec le no-code, faut pas avoir peur de se lancer, d'essayer, de tester des choses. Même moi, en fait, en tant qu'expert, voilà, quand je mets en place quelque chose, à chaque fois, je vais le tester, regarder, on voit où est le problème. Hmm. Et ensuite, on change voilà, pour qu'il n'y ait plus le problème. Mais je pense qu'il faut être vraiment motivé. Et si on est motivé, eh ben, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec le no-code. D'accord, donc pas forcément avoir de l'expérience dans du codage ou dans tout ce qui est le côté technique, mais en tout cas, il faut de la motivation pour pouvoir progresser. Exactement, exactement. Il n'y a pas besoin, ouais, non, pas besoin de diplôme, pas besoin d'expérience en informatique. Voilà, c'est du basique. Si on comprend comment on fait un Excel, en étant motivé et en essayant d'apprendre, on peut vite faire du Airtable. Je dis pas comme un expert, mais on peut en tout cas faire des choses Ouais. déjà assez basiques. Et justement, en parlant de choses assez basiques, est-ce que tu as deux astuces qui sont simples à mettre en place et qui auraient une forte impact pour les entreprises, celles qui voudraient se lancer maintenant? Pour moi, déjà, c'est tout ce qui est, j'en parlais l'autre fois, mais l'automatisation des envois de mails. Voilà, si on arrive à créer une base de données très facile dans Airtable, on peut même créer en fait dans Airtable une base de données avec un formulaire. Ce formulaire, on peut l'envoyer, je sais pas, à ses clients, à ses employés.
Et dès qu'un formulaire est rempli, automatiquement, ça peut leur envoyer un mail. D'accord. Ça, c'est très basique, ça se fait facilement. Et voilà, ça nous fait gagner du temps parce que les personnes vont pouvoir s'inscrire grâce au formulaire. Et après, elles auront cette validation grâce au mail qu'elles sont D'accord. inscrites. Donc, Donc c'est une chose très basique, mais facile à faire. ça évite d'avoir trop d'échanges par mail en fait. C'est les gens, une fois qu'ils vont remplir le formulaire, toi tu vas recevoir les informations directement. Exactement, exactement. Et ça leur permet aussi de savoir que tu l'as bien reçu. Ok, super. grâce au mail. Et est-ce que tu en as du coup une deuxième? Quelque chose qui touche toutes les entreprises, c'est la création de tout ce qui est devis, la création de factures, la création de contrats, tout ça. Grâce à Airtable, bon, c'est la step d'après, je dirais. Ouais, Le premier, l'étape c'est l'envoi des d'après, mails. ouais. Et l'étape d'après, bah, ce serait ça, de pouvoir créer. Voilà, donc on a notre base de données avec toutes les données que l'on récupère de ses clients. Et en appuyant sur un bouton, on peut créer un document de façon automatisée où là, chaque donnée va venir remplacer des variables sur le document et nous créer un beau PDF. D'accord, donc on a un document type, par exemple pour la facturation, et ça va aller chercher donc le nom, le prénom du client qui a été rentré sur Airtable, et ça va permettre de le personnaliser automatiquement. Toi, tu n'auras pas besoin à chaque fois de changer le nom, le prénom, tu auras déjà ta fiche client en gros, Exactement. et elle se retrouvera sur tous les documents que tu auras liés à cette fiche client. Exactement. Et là, on peut même mixer après les deux. C'est là où c'est très riche Airtable, c'est que eh ben, on envoie le formulaire au client, il remplit ses infos, automatiquement ça crée le contrat et on lui envoie le contrat dans le mail de bienvenue. Personnaliser voilà. tout ce qu'il Après, faut. on peut faire tout ce qu'on veut, mais Parce que du coup, c'est quoi la différence par exemple avec un logiciel qui fait de la facturation? un logiciel qui fait de la facturation, bah, c'est que ça va être. Après, ça dépend des logiciels, mais c'est nous qui allons rentrer les informations pour faire notre facture. Donc à chaque fois, ça va nous prendre du temps de récupérer toutes les infos, de les rentrer, de créer la facture, ensuite de l'envoyer. Alors que là, en fait, toutes ces étapes, on peut déjà les automatiser grâce au no-code. Parce qu'on les... Ouais, d'accord, ouais. Donc au lieu de réécrire une deuxième fois, refaire une fiche client, là tu l'as déjà, donc ça te fait gagner un temps. C'est ça, exactement. Et aussi, ce qui va être super riche, et ça c'est un autre avantage peut-être dont je n'avais pas parlé, mais c'est qu'on met en place un process, Ouais. et si demain tout notre process il doit changer, on peut le changer rapidement. Ou si on veut rajouter une étape, on peut le faire rapidement. Donc c'est ça avec le no-code, c'est qu'on va pouvoir, c'est des briques et on va pouvoir les mettre ensemble facilement. Ouais, donc le no-code, c'est pas quelque chose de statique. Comme tu dis, en fait, tu as cet outil principal pour toi, c'est Airtable, et à l'intérieur, en gros, tu vas bouger des briques. Pour faire simple, pour résumer. Et après, bah, en fonction de ce que tu veux, tu vas les bouger d'une certaine manière. Et qu'est-ce qu'il faut éviter quand on se lance dans le no-code? Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas faire? Souvent, quand on découvre Airtable, on utilise en fait. Je parle plus d'Airtable dans un premier temps, mais on utilise Airtable comme un Google Sheet ou un Excel. Et en fait, Airtable, ça va bien plus loin que ça. Et du coup, moi, ce que je vois, c'est quand des fois, il y a des clients qui m'appellent, voilà, moi j'ai essayé d'automatiser, j'ai pas réussi. Je me rends compte qu'en fait, ils ont juste recopié leur Excel dans Airtable. Et c'est là où il faut déjà essayer de s'entraîner un peu et comprendre comment ça marche, parce qu'il y a des choses qu'on va pouvoir automatiser, et si on le fait comme un Excel, ça ne sera pas automatisé. Oui, il ne faut pas se limiter. Je me rappelle, j'avais déjà eu un cas comme ça quand je travaillais à l'époque dans une entreprise. Et en fait, on avait un nouvel outil, ça s'appelait Power BI. C'est un outil d'analyse, en gros, analyse de données. Et il m'avait dit, en fait, est-ce que tu peux remettre tous nos Excel sur Power BI? L'idée était très intéressante. Par contre, ils avaient en tête l'ancienne manière de penser, c'est-à-dire ils voulaient que je le fasse comme sur Excel. Or, Power BI, qui est un autre logiciel, permet de faire de nouvelles choses et fonctionne d'une certaine manière. Donc il faut repenser tout en fait. Il ne faut pas juste copier-coller. Exactement. C'est un peu ce que tu dis du coup. C'est exactement ça, et ça marche pour tous les logiciels en fait. Power BI, ouais, je l'utilise aussi, et c'est vrai qu'il y a une autre façon de créer. Donc l'une des erreurs à faire, c'est pas se mettre à jour. Finalement, il faut toujours, quand on utilise un nouveau logiciel, comprendre la logique du logiciel, d'où la motivation. Tu me parlais de motivation, il faut être motivé pour le faire. Exactement. Et si je peux me permettre un autre point que j'ai retrouvé assez régulièrement, c'est que les gens veulent se lancer dans l'automatisation, ils veulent déjà créer, et en fait, ils n'ont pas réfléchi à leur process avant. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai mon premier échange avec le client et qu'il m'explique ses process, souvent, j'utilise un outil qui permet de faire des flowcharts. Donc des flowcharts, ça va être de cartographier un peu
les process de l'entreprise. Un schéma, du coup. Un schéma, exactement. Ouais, exactement. Et en fait, il faut créer ça en premier parce que sinon, on ne sait pas où on va aller. Et on crée des automatisations, donc c'est bien, on en a plein, mais elles ne vont pas du tout ensemble et elles ne sont pas du tout structurées. Et ça, c'est un problème que j'ai rencontré plusieurs fois. Et limite, on va perdre du temps en fait. On va se rajouter des couches, mais ça va servir à rien. C'est ça. En fait, on va voir qu'elles ne vont pas ensemble et on va voir qu'on a 10 000 colonnes dans notre Airtable et en fait, elles ne servent à rien. D'accord. Alors, donc toi, tu as déjà eu plein de projets. Est-ce que tu peux nous en expliquer un, finalement, nous dire bah, voilà, comment tu en es arrivé à faire ce projet-là et comment tu as mis les choses en place pour qu'il fonctionne? Ouais. Bah alors, l'un des gros projets que j'ai eu, c'est une entreprise qui met en relation donc des entreprises et des freelances. Voilà, donc en fait, eux, ils m'ont appelé, ils m'ont dit voilà, nous on a une base de données de consultants, ils appellent ça les freelances, et d'entreprises. On aimerait que voilà, on puisse automatiquement créer des missions, pouvoir regrouper un consultant avec une entreprise. D'accord. Et qu'ensuite on peut se leur envoyer des contrats, on peut se leur envoyer des mails, tout ça. Donc ça, c'était une grosse mission que j'ai eue. Donc là, j'ai utilisé plusieurs outils. Donc j'ai bien sûr utilisé Airtable, qui, comme vous commencez vous commencez à le comprendre, il est toujours au centre. Mais après, j'ai utilisé en plus en fait un outil qui s'appelle Staker et qui permet de faire la visualisation de notre base de données Airtable. Parce que c'est vrai que si on est dans Airtable, on voit un peu comme un Excel sous format tableur. Et nous, si on veut que ce soit un peu mieux présenté, on va utiliser Staker. D'accord. Et après, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Integromat, qui là permet de faire toutes les automatisations, les connexions. Donc, par exemple, quand il se passe quelque chose dans Airtable, moi je veux que ça déclenche un mail, et bien ça, c'est Integromat qui va faire le lien entre Airtable et Gmail. Voilà, en gros, il faut s'imaginer qu'il y a des centaines de logiciels aujourd'hui qui sont no-code. Et Integromat, celui que tu as utilisé, c'est celui qui sera positionné au milieu et qui va tous les connecter ensemble. Donc, si tu utilises Airtable, qui est un logiciel à part entière, avec un autre logiciel à part entière, tu vas pouvoir les connecter avec Integromat, qui est un peu une centralisation. C'est ça, exactement. Et donc voilà, j'avais mis en place un outil où donc désormais, eux, ils vont sur leur staker, ils créent une mission, ils peuvent choisir l'entreprise concernée, le consultant, ça envoie un mail au consultant, on lui demande les documents automatiquement. Dès que c'est reçu, ça crée un contrat avec signature électronique. Voilà, plein d'automatisations comme ça. Par rapport à ta communication, comment tu as réussi à te faire connaître? Tu m'as dit donc tu es arrivé de ton tour du monde, tu as monté une première entreprise qui n'a pas fonctionné. Bon, tu as pu faire un peu de no-code avec l'entreprise d'un de tes amis, mais après, pour te lancer, comment tu as fait? Alors c'est vrai que ça, c'est c'était un peu mon point faible, on va dire, la communication. Je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Au début, c'était compliqué parce que j'étais très motivé par le no-code, mais il fallait que je trouve mes clients. Et du coup, au départ, moi, je me suis inscrit sur toutes les plateformes. Donc, dans un premier temps, pour trouver des clients, je me suis inscrit donc, sur les plateformes comme Malte, 5euros.com, etc. Donc, c'est là où j'ai eu mes premiers clients. Mais ensuite, je me suis rendu compte que ce n'était pas assez. Voilà, si vous voulez, je voulais vraiment vivre du freelance. Il fallait que je développe une communication. Et donc, c'est là où je me suis lancé sur LinkedIn. Donc, LinkedIn a vraiment été mon réseau social pour ma communication. Ouais. Et donc là, je partais vraiment donc à ce moment-là, en fait, j'ai eu un stagiaire qui m'a aidé dans ma communication. Et donc, on est parti ensemble sur une publication par semaine, donc tous les mercredis. Après, on avait testé un peu le mardi, jeudi, mais c'était les mercredis le mieux. Tu as un peu titillé l'algorithme pour voir comment il fonctionne. Voilà, exactement. Il faut essayer de le comprendre un peu le soir, un peu le matin. Et quand tu as trouvé, il faut pas lâcher parce que c'est une perle rare. Et quand tu l'as trouvé, il change. C'est ça. Donc du coup, non mais donc voilà, donc pendant, on va dire, je crois que c'était pendant 4 mois, toutes les semaines, on faisait nos publications. Et là, j'ai vraiment vu un changement par rapport aux entreprises. Donc là, il y a plein de gens qui sont venus me parler sur LinkedIn. J'ai notamment intégré deux agences de no-code pour travailler en sous-traitance pour eux. Et donc voilà, donc c'est là où j'ai vraiment eu ma clientèle. D'accord, donc ça t'a vraiment apporté pour le coup. Ça m'a vraiment apporté. Et je peux même dire parce qu'on va me dire pourquoi j'ai arrêté.
Parce que maintenant, en fait, il y a tellement de demandes que maintenant, voilà, j'ai même plus vraiment le temps de faire mes publications. Je sais qu'il faut que je m'y remette. T'es victime de ton succès, quoi. Clairement. Je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, ouais, ça va. Ça se Bah, passe bien. super, quoi. Donc, LinkedIn, surtout, quoi. C'est ça qui t'a LinkedIn, permis. ouais. Ouais. LinkedIn, mais de façon régulière. Voilà, au bout d'un mois, là, ça n'avait pas vraiment changé. Et c'est vraiment avec cette régularité des posts que j'ai vu le changement. Ok, super. Ça, c'est un super exemple, justement, de succès sur LinkedIn. Et c'est vrai que si je peux continuer, j'étais parti aussi sur un format de post assez régulier. Donc en fait, chaque semaine, je présentais un outil no-code où je donnais mon avis, une petite présentation. Et je pense que ce format-là a bien plu parce que voilà, je dis pas que les gens attendaient tous les mercredis pour avoir la publication, mais en tout cas, ils s'y attendaient. Et ils savaient que voilà, mercredi, ils allaient découvrir un nouvel outil. Et je pense que c'est ça qui a aidé. Tu as créé une habitude, en fait, chez les personnes qui te suivaient sur LinkedIn. C'est ça exactement. Parce qu'en fait, je pense que je leur ai fait gagner du temps. Ils ne savaient pas quel outil utiliser. Et grâce à ces posts, ça leur fait gagner du temps. Et donc, c'est ça qui a intéressé les gens. Et je pense que c'est un peu le conseil que je pourrais donner. Et du coup, en parlant d'outils, encore une fois, on va revenir là-dessus et de no-code. Comment tu vois l'avenir du no-code dans 5 ans, 10 ans? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans le fait que ça a été créé il y a longtemps. Ça fait longtemps que les entreprises l'utilisent. Mais en même temps, il est encore sous-exploité. Quand on voit ce que tu peux faire avec, il y en a très peu qui l'utilisent consciemment. Exactement. Après, il est assez vieux le no-code, mais le no-code comme de nos jours, il est assez récent. En tout cas, c'est vraiment emballé depuis 1 à 2 ans. Donc on n'a pas vraiment une vision sur le passé. Par contre, je pense que dans les 5 à 10 années à venir, en tout cas même je pense dans les 2 années à venir, ça va vraiment un changement où les entreprises vont comprendre que maintenant on n'a plus besoin d'appeler un développeur qui nous fasse du code et qu'on ne comprend rien, que si on a un problème, on ne sait pas comment le régler. Et donc je pense que le no-code va révolutionner ça. Et moi je pense que je dirais pas 100% parce que je pense que les très grosses entreprises, le no-code n'est pas encore assez suffisant. Et je pense que le no-code va se tourner vers ces entreprises-là. Mais en tout cas, toutes les PME, TPE, je pense que d'ici 5-10 ans, toutes celles qui ne passent pas au no-code, je pense que ce sera compliqué sur le digital. Ouais, il faudra qu'elles y passent, quoi, un jour ou l'autre. Après, peut-être d'ici là, il y aura quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, pour le no-code, tu le vois comme ça, quoi. Je le vois comme ça, ouais. Même d'ici 2 ans, ça va exploser. Et toi, comment tu te vois dans 5 ans? Tu me dis là, ça a vraiment explosé, ce qui est super du coup. Et, tu vois comment l'évolution de ta boîte de no-code? Moi, je sais que là, je me plais bien avec le no-code, avec le freelancing, mais je pense qu'à terme, j'aimerais bien créer une vraie structure. D'accord. Et ne plus être aussi seul, en fait. Parce que c'est vrai que quand on est en freelance, c'est bien, on peut bouger où on veut, on peut travailler quand on veut. Mais en fait, on est un petit peu seul et moi, j'aimerais, à terme, créer une structure avec quelqu'un. D'accord. Et développer, mais par contre, toujours dans le no-code. Ouais. Parce que là, d'accord. à dire que... C'est ton petit bébé. C'est ton petit bébé. C'est un petit bébé. Ok, donc rester dans le no-code, mais pourquoi pas en fait faire grandir l'entreprise, parce que tu l'as déjà, mais la développer, avoir des employés, tu me parlais de stagiaires, avoir là carrément des personnes avec toi à temps plein. Exactement. Essayer de développer comme ça. Super, écoute, en tout cas, je te remercie pour ton temps. J'espère que du coup, ça va donner des idées à ceux qui nous regardent pour commencer à s'y mettre. Tu as 2-3 outils comme ça qu'ils devraient utiliser pour débuter. Donc, tu as Airtable, vous avez compris, Airtable. Ah bon. Je pense que ça, c'est assez clair. Je pense que moi, Airtable, c'est le pilier. Après, on va être obligé d'utiliser, ça c'est obligatoire, Integromat ou Zapier. En fait, c'est 2 outils qui ont les outils qui connectent. Chacun, mais c'est des outils qui connectent, exactement. Et après, ça dépend du besoin, mais si on veut de la création de documents avec des signatures électroniques, moi je me tournerai vers PandaDoc, qui est un très bon outil pour ça. Si on veut créer des applications mobiles, là on sera plus sur du Adalo ou Bubble. Pour les créations de sites internet, ce sera plus du Webflow. Et après, si vraiment on veut créer des sites internet avec une base de données Airtable, donc ça me tient à cœur, on va utiliser du Staker ou du Software. Donc voilà, il y a plein d'outils. C'est vrai que la première fois, quand on découvre tous ces outils, on se dit mais lequel prendre?
Et c'était pour ça aussi mes posts, c'était pour aider les gens parce que je peux comprendre que ça fait peur de voir autant d'outils. Bah, d'ailleurs, on mettra un lien du coup vers la description, enfin, on mettra un lien en description vers ta page LinkedIn. Comme ça, les gens ils pourront voir justement les posts que tu as fait sur chacun de ces outils. Là, ça leur donne déjà une idée. Il ne faut pas qu'ils oublient de faire une roadmap, un schéma justement de leurs besoins avant de se lancer de tête bêche. Parce que sinon, le risque aussi, c'est que bah, ils perdent de la motivation. En tout cas, voilà, ils ont tout ce qu'il faut maintenant pour se lancer. Je te remercie et puis à très vite, Nico. Merci à toi, merci.